dira qu'il aime faire des films à destination du public le plus large possible, afin de mieux le choquer, même si par contrat, ces films étaient d'office classés R. Non pas à cause de la violence, comme on pourrait le croire, mais à cause de la sexualité. Et Michael Douglas le confirmera en interview, la violence à cette époque, notamment du fait du climat politique, ne posait pas de problème dans les films. Polo déclara que de grandir en zone occupée lui a fait ressentir la guerre comme état plus naturel que la paix, soulignant à la fois le danger à vivre au milieu de la violence, mais également l'amusement qu'ils en tiraient face au conflit. Il en gardera une vision décalée sur la guerre, et c'est sans doute ce recul qui lui permettra de faire de la violence un outil pour servir ses films. Dans Starship Troopers, des soldats sont tués ou blessés stupidement à l'occasion, des fois par leurs supérieurs, et souvent avec justification à la noix. La guerre absout du moment qu'on invoque le devoir. Dans Total Recall, elle est expéditive et brusque car elle a l'image de l'urgence de ce qui s'y passe. La violence de Robocop est un des reflets de la société US décrivant le film, et la montrer crûment devient une manière de le renvoyer en pleine face. Le seul apport scénaristique qui sera une addition de Verhoeven au scénario sera celle de la tentative de viol de la jeune femme et du fameux tir entre ses jambes. La violence, c'est la nécessité du récit. Et justement, la violence dans les films de Verho, c'est aussi dans sa manière de décrire le sexe, et notamment le viol, outil scénaristique très utilisé chez Verhoeven. La fameuse scène de date rape dans Basic Instinct, dont Verhoeven insistera sur le fait qu'il s'agit surtout de souligner ce qui se dégage du caractère du personnage de Michael Douglas, dans Hollow Man, il y a la scène du viol de sa voisine, qui lui fait dire avant de passer à l'acte, entre guillemets, qu'il va le savoir de toute façon. La scène de viol en groupe de showgirl, soulignant le pouvoir malsain d'une célébrité sur sa fan, comme pour lui dire, entre guillemets, je fais de toi ce que je veux. Ces moments indiquent à quel degré de désir de domination le personnage se trouve. J'ai noté deux choses, en fait, un truc qui revient, qu'il y avait tout à l'heure, en fait, c'est pareil, la même opposition, l'homme sans culture et l'homme cultivé, en fait, et je trouve qu'en fait, pour l'utilisation de la violence, c'est pareil, c'est-à-dire qu'en fait, la violence, en fait, elle est le résultat d'une masse d'individus non éduqués, et d'un côté, donc il y a ça il y a une notion de groupe en fait comme un assemblage de personnes qui se cherchent en se rassemblant, en finissant par se trouver dans la violence, une violence qu'ils s'entraînent les uns les autres à avoir, que ce soit dans le rapport quotidien, dans la manière de se parler, dans les actions, les réactions qui finissent par être complètement disproportionnées. Genre dans La chair et le sang, le groupe en lui-même, le groupe de mercenaires est assez violent dans sa manière d'être. Que ce soit pour communiquer, se parler les uns aux autres, quoi que ce soit. Le viol, par exemple, de la jeune princesse, ou la situation complètement cynique de la mort accidentelle où tout le monde se marre, quoi, ça devient un gag. Ou dans Spectres, la bande de jeunes, en fait, qui essayent de se trouver vers un avenir dans leur passion, en fait, quelque part, ils ont une certaine manière d'être. Tout devient un concours de beats, par exemple. Ou dans Business is Business, en fait, c'est une violence psychologique, en fait, une violence de communication, d'interaction. C'est parfois les prostituées qui sont beaucoup plus violentes quand elles se chambrent entre elles que... Dans Business is Business, en fait, justement, c'est ce que j'allais dire dans le bar, en fait, quand ils sont dans le bar, ou justement le groupe de prostituées quand ils passent dans la rue. Donc ça, pour moi, c'est justement première catégorie, l'être humain sans culture, et par rapport en opposition à l'homme cultivé, donc l'être humain cultivé, qui souligne par là en fait que la culture éloigne d'une société violente. Il y a par exemple l'utilisation du meurtre comme un fantasme, un catalyseur chez l'artiste. Une manière de dire que l'être humain éduqué, il est animal, d'accord, mais il intériorise par sa propre violence. Il exploite en fait sans que ça nuise au bien de tous. Dans Le Quatrième Homme, au début avec le violoniste justement, qui après toutes ces prémonitions qui deviennent surréalistes, mais qui doivent être aussi une espèce de résultat de ses pensées à lui. Dans Turkish Delice aussi, en fait, qui trompe le spectateur justement, qui ce genre de choses en fait tout au début qui est utilisé pour tromper le spectateur. Dans Turkish Delice, il est sculpteur en fait. C'est rien, c'est les vinyles les laserdiscs qui tombent, c'est pas grave, je m'y attendais. Donc pour moi il y a ça, et il y a une autre chose en fait pour moi dans l'utilisation de la violence, il y a tout ce qui est violence sexuelle en fait. Par deux fois il décrit le viol comme un acte pouvant être apprécié ou maîtrisé par la victime, et je trouve que c'est une hypothèse assez dangereuse. Qui est soit ça insinue que le personnage par exemple peut se trouver dans le viol comme dans Spectres, où c'est une tentative peut-être de donner à la victime la possibilité de prendre le dessus comme dans La chair et le sang. Donc, et dans Katy Tipple, alors il y a ça, Spectres, qui est une révélation, une prise de contrôle sur l'agresseur dans La chair et le sang, et une perte d'innocence dans Katy Tipple.
qui est en fait une manière de dire que les violences sexuelles sont un déclencheur d'un changement de personnalité. Donc voilà. Moi, au niveau de la violence, j'ai ça parce que finalement, je trouve qu'en termes de cru, voilà, en ayant revu Robocop, j'ai trouvé que par exemple, Robocop ou Basic Instinct, je trouve qu'il est moins cru en fait en termes de violence que. Pas tout à fait, je vais y venir après. Et en fait, pour moi, le meurtre, ouais, enfin, c'est plus. Pareil, pour moi, le sexe, tu disais que c'était cru. Moi, j'ai l'impression que c'est plus une question de naturaliste que cru. Enfin, c'est peut-être cru, ouais, mais. Les deux se rejoignent. Plus un truc de. Les deux peuvent se rejoindre. Voilà, donc moi je le prends plus comme un truc naturel. Et pour la violence, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que c'est plus une violence vraie qu'une vraie violence exagérée comme dans Robocop, par exemple. Et pour moi, je pense justement que quand il fait la violence dans Robocop, il s'adapte au public américain, justement, pour leur envoyer quelque chose. Je trouve que voilà. Ouais, je sais pas. Nio, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je vais juste rebondir vite fait sur ce que tu disais sur le viol. Je repense un peu à Elle, qu'il a fait que beaucoup plus tard avec Isabelle Huppert, et quelque chose me dit, quand tu compares la période européenne et beaucoup plus tard, qu'il y a une évolution et une subtilité, parce que c'est une survivante qui filme. Il y a un viol dans Elle, mais avant tout, il filme une survivante. Donc elle a déjà un trauma, etc. Quelque chose qui va lui permettre de rebondir. Ce que les personnages dans la période européenne n'ont pas forcément. Et du coup, pour rebondir aussi sur la violence, t'as cité Robocop, moi ce que je voulais dire, c'est que je trouve qu'il y a un peu, d'un côté on peut dire qu'il y a une violence stylisée à l'européenne, très, très crue, très froide, même quand il se fout de la gueule du mec qui est en train de mourir dans Spectre, etc. Et voilà, c'est glaçant, c'est une horreur comme ça. Et il y a une violence graphique, mais qui fait aussi tout aussi mal. Par exemple, Robocop, la mort de Murphy avant sa résurrection, pour rebondir encore sur la religion qu'on a de côté, ouais, super violent. La mort de Murphy, c'est un des trucs les plus violents que j'ai vu, et c'est effectivement un des trucs les plus violents des années 80. Mais il y a aussi une violence dans les productions quand il est en Hollande. Donc il y a deux types de violence. Il y a une violence très graphique qui fait tout aussi mal que la violence très crue, très frontale. Et voilà, quoi, c'est ce que je voulais souligner, quoi. Et je trouve que Verhoeven, il a à chaque fois su naviguer dans ces trucs-là. Et quand il reviendra en Hollande, tu sauras que le parcours hollywoodien lui aura servi parce qu'il va réadapter les trucs à sa sauce avec tout ce qu'il avait appris déjà en Hollande, dans Black Book. Donc voilà. Et toi, Nelson? Moi, je rejoins quelque part ce que tu dis, Nio. Après, la manière dont il filme la violence Verhoeven, moi c'est vrai que c'est des trucs, quand tu regardes dans Turkish Delice, quand l'assassinat au tout début, même si c'est assez cheap, parce que au vu des... c'est un fantasme. Ouais, au vu des comment ça s'appelle, des moyens de l'époque, et pourtant c'est assez cru, c'est assez violent. Comment on appelle ça, dans Spetters, pense aux sneakers. Ouais, maintenant c'est bon, je l'ai. Dans Spetters, la violence, elle est, même si c'est pas un truc, comment dire, même si c'est pas gore, c'est une violence psychologique aussi. Voilà, il y a une violence psychologique. Ouais, il y a une violence psychologique, il y a une part de psychologie qui est énorme dans la violence. Et tu vois, parce que dans Spetters, par exemple, le seul moment un peu hard, c'est quand le mec il se retrouve avec la jambe retournée, quoi, c'est tout. Sinon, là, on est plus dans de la violence morale que dans de la violence physique. Mais il a toujours cette manière de montrer les choses crûment. Et frontalement même. Frontalement, ouais. Et quand tu vois après ce qu'il a fait dans sa carrière américaine, d'ailleurs Starship Troopers, c'est quand même c'est tout sauf un chef-d'œuvre de délicatesse. Voilà, mais la première fois que tu le vois, tu te dis ça fait mal. Voilà, c'est filmé très violemment. Comment ça s'appelle, dans Robocop, c'est pareil. Je dirais même parfois même dans Showgirls, tu vois. Il revient à une approche de la violence psychologique qui est dans sa période hollandaise dans Showgirls. C'est ça qui est vraiment intéressant aussi. Pour conclure, ouais, je rejoins en partie ce que dit Nio. Après, je pense que ça s'est ça s'est radicalisé dans sa période américaine, et puis après, quand il est revenu en Europe, on n'a plus le même. Enfin, il y a une. Tu sens en fait son début de réflexion quand il fait Turkish Delice, et après quand il revient en Europe, etc. Tu sens qu'il y a une évolution dans la réflexion. Oui, parce qu'entre Turkish Delice et Black Book, il y a eu un monde, tu vois, et il y a un monde qui s'est écroulé entre temps, tu vois.
Donc la société n'est plus la même, les enjeux ne sont plus les mêmes. Et puis lui, il vieillit aussi. Ouais, et puis lui vieillit, les enjeux moraux c'était pas les mêmes dans les années 70. Bon, il reste décapant quand même, hein, jusqu'au bout. Ouais, C'est pour ça on en revient à ce qu'on se disait tout à l'heure pour l'importance des femmes avec les critères de la société. Ça se vaut pour un peu tous les sujets. C'est-à-dire que c'est vraiment... c'est à quel point, en fait, les films qu'il a fait dans les années 70 sont empreints de leur époque aussi. Ouais, complètement. Ouais, après, ça se voit plus, par exemple, pour Business is Business que pour le quatrième homme ou d'autres trucs, quoi. Je pense que ça se voit plus, qu'en plus c'est un film de débutant un petit peu. Spectres, pour moi, c'est typiquement de l'époque aussi. Ouais, mais Spectres, ça se voit aussi quand tu vois l'affiche, mais il y a des films qui s'en détachent, quoi. Le quatrième homme, ça sort vraiment du lot. Oui, ça Business is pourrait Business, être par contre, ça intemporel. attend. Katy Perry, je trouve que c'est à la fois un peu années 70, mais il y a déjà quelque chose qui se dégage un peu du lot avec les costumes, tout ça. Voilà. Il ne faut pas oublier de prévoir une part pour vous-même. Quand vous faites le budget, Après tout, c'est votre gâteau. C'est comme ça que je suis devenu riche, en faisant grandir les petites parts. L'argent, il faut que ça rapporte. Pour ce, faut le faire travailler. Il est souvent souligné que Robocop est une critique de la société américaine violente et consumériste. Même s'il rapprochera certains aspects du film de son enfance pendant la guerre, ce sont les scénaristes de Robocop qui ont su, de l'aveu de Verhoeven, ancrer le film dans la réalité politique et sociétale des années 80. Il le dit lui-même, il n'était pas au courant de ces situations en arrivant aux States. On peut penser par contre que ce sont certains aspects de sa filmo qui avaient justement séduit les producteurs pour en parler. C'est Edward Meyer, son scénariste, et John Davidson à la production qui lui serviront de conseiller culturel sur le tournage. Son appropriation de l'œuvre passera donc par la mise en scène, notamment celle des publicités et du journal télévisé qu'il voulait volontairement brusque. Procédé qu'il réutilisera dans Starship Troopers, qu'il fera également avec Edward Meyer. Starship Troopers, justement, en tant que film de science-fiction, permet certes de parler en apparence des héros, mais surtout d'aborder le fascisme dans la société américaine. Le livre dont le film est inspiré est lui-même qualifié de fasciste par Paul Verhoeven. Verhoeven a d'ailleurs emprunté certains éléments nazis comme les costumes militaires inspirés des uniformes allemands, des acteurs au visage très stylisés, des vaisseaux rudes et carrés. Tout ça pour s'inscrire dans la même lignée esthétique. Certains plans du film sont aussi inspirés de Triumph of the Will, docu-propagandiste réalisé par Leni Riefenstahl en 1935. La réalisatrice allemande ayant œuvré pour la propagande nazie n'a jamais été poursuivie pour son activité au sein du régime, mais reste associée comme sympathisante dans les mémoires. Sa démarche artistique étant mal comprise, elle fera dire aux éditorialistes de l'époque que Verhoeven est néo-nazi. Mécompréhension également pour Showgirls, très critiqué et flop au box-office, qui se voulait en réalité volontairement outrancier et sexuel pour souligner le fait que, dixit le réalisateur, aux États-Unis, à Las Vegas en particulier, le sexe n'est pas une question d'émotion, c'est une question d'argent, et c'est d'ailleurs une métaphore pour les USA où tout est une question d'argent. Pour le scénariste Joe Esteras, le film est à propos de valeurs et de choix de valeurs morales, d'innocence et de corruption. Le ton est annoncé dès les premiers instants du film. Même en avant ne pas connaître certains aspects de la société américaine, Paul Verhoeven arrive à décrire avec justesse et avec ses armes une société qui a du mal à se regarder dans un miroir. D'une certaine manière, en fait, je dénote que, pour moi, qu'il y a un certain constat, en fait, qu'une société se construit pour une classe de personnes aux dépens d'une autre. C'est-à-dire qu'il y a d'abord l'utilisation et le mépris des plus pauvres par les plus riches. Donc dans La chair et le sang, quand le seigneur il dit à son fils, seuls les imbéciles se battre pour empêcher son fils d'aller se battre, alors que lui-même il vient d'envoyer les mercenaires se battre, qu'une fois, quand il refuse de les payer, et qu'il leur confisque en plus les armes pour les rendre impuissants. Donc à Titipel, en fait, le nanti qui essaye de se faire le petit frère de Katy Tipple dans les latrines pour quelques piécettes mondiées, quoi. Même un gosse, tu vois, il en a, parce que c'est vraiment une personne au bas de l'échelle par rapport à lui, quoi. Et ou même toute sa vie, son premier travail, en fait, où les lingères travaillent au mépris de leur santé, on lui dit, on s'y fait, et on lui présente d'abord le travail en lui disant, c'est un travail agréable.
Donc il y a une espèce de déni du bien-être des travailleurs. L'aliénation. Ouais. Et il y a l'opposition aussi toujours, comme je l'ai dit, à la fois pour la sexualité et pour l'utilisation de la violence. Donc ce truc d'opposer l'homme sans culture et l'homme cultivé, justement, c'est comme si en fait il y avait tout ce qui était bestial était bestial et primaire, relevé d'une non-culture alors que tout ce qui est un peu plus réfléchi, c'est aussi un comportement plus peut-être plus évolué ou plus complexe en fait émane de quelqu'un qui est cultivé. Il y a cette exposition de nantis et pauvres justement qui est transcrit aussi par le biais de la vision en fait des pauvres. Dans Business is Business, la scène du salon de thé, justement, quand sa collègue a rendez-vous avec le mec et qu'elle y va à sa place, on sent le mépris qu'elle a pour les nantis, justement. Elle s'installe de force avec eux, à la limite, elle leur dirait « je vous emmerde », c'est pareil, quoi. La scène est très marrante, d'ailleurs. Ouais. T'as donc Cathy Tipple, en fait, où elle finit par dire l'argent rend les gens dégueulasses, en fait, après toutes ces aventures, quoi. Ou la chair et le sang, en fait. Moi, il y a aussi cette impression que le viol, qui est la défloraison de la jeune Agnès, elle se fait collective parce que c'est une espèce de revanche en fait sur la seigneurie aussi, quoi. Oui, tout à fait. Il y a des clichés à démonter aussi dans son constat de la société. Sur l'homosexualité, on en a parlé vis-à-vis de Spetters et le quatrième homme, avec, comme on l'a dit, les critères, les a priori de l'époque en plus, et le racisme, parce que dans Spetters, en fait, quand ils sont en boîte de nuit, par exemple, t'as un des personnages qui balance des phrases clichés quand il voit une femme noire avant qu'elle le remette à sa place, tu vois, et que tout le monde se foute de sa gueule. Et le conflit de génération. Dans Spetters, qui est assez flagrant en fait, entre le groupe des jeunes et le personnage de Rutger Hauer, qui est censé incarner une espèce d'idole pour eux, une espèce de modèle à suivre, et la chair et le sang aussi, quand Agnès dit à Martin, en parlant du jeune seigneur, il est toi en plus jeune et tu es lui en plus vieux, alors que tous les deux sont en compétition en fait pour elle. Donc voilà, pour moi c'est plus ça. Il y a une espèce de constat d'une société qui serait pour une classe de personnes aux dépens d'une autre, quoi. D'accord. Moi je trouve ça intéressant en plus la séquence que tu dis, Katou avec Business is Business, avec quand elle s'installe dans le petit salon de thé avec les nantis. Et c'est d'autant plus savoureux quand tu sais que le rencard que sa copine a, avec justement un bourge, etc., qui va dire mais vous n'êtes pas tout à fait la femme que je voyais, etc. Donc il va déjà la confondre avec le fameux rencard en question, c'est Albert Moll, justement le mec qui a écrit les nouvelles, etc., qui va se faire entartrer par... Donc c'est assez savoureux et c'est un petit clin d'œil, et je pense que c'est... Pour Verhoeven, Business is Business, c'est encore très gentil, très doux. Et comme tu l'as pointé, c'est après que ça commence à devenir beaucoup plus enragé, avec Cathy Tipple par exemple. Mais je pense que Verhoeven aurait pu être peintre, avec tous les petits détails. Quand tu vois avec Cathy, par exemple, il y a des trucs assez intéressants dans ce côté critique de la société. À un moment, dans le truc de chapeau, dans les petits métiers qu'elle fait, tu as cité le truc de lavandière, le petit chapeau, on lui dit « oui, c'est pour le pensionnat ». Mais le pensionnat en question, c'est la manière de désigner justement le truc avec les prostituées. C'est un bordel, quoi. C'est un bordel. Il y a toujours, donc, même le jeu de langage des nantis, etc., sert à asservir les trucs. Et aussi, à un moment, quand elle veut prendre du pain avec son frère, elle pousse le chariot pour prendre du pain, et tout à coup, c'est comme le signal. Tous les pauvres qui sont oppressés, toute une masse de gens, tellement ils crèvent la dalle, et tout de suite, il y a les flics qui arrivent pour les réprimer. Tu vois que vraiment, il critique la société, il y va à fond, il en profite, que ce soit la société actuelle de son époque, ou même Cathy Tipple avec 19e, il est bien conscient des enjeux, quoi. Donc, non, voilà, ce côté peintre chez Verhoeven, qui gratte le vernis. Voilà, qui gratte le vernis, qui a jamais arrêté de gratter le vernis d'ailleurs. Et toi, Nelson? Je suis d'accord avec toi sur le côté peinture sociale. La violence, j'ai vraiment l'impression de voir, parce que par exemple pour Business is Business, tu vois le truc de la condescendance et le mépris de classe,
tu vois le mépris de classe. La tu scène vois... de l'opéra. Ouais, exactement, j'avais parlé de celle-là. Mais c'est la seule scène que je trouve lourde justement parce que bon. Mais même la scène avec le bourge qui dit vous êtes banal, hein. C'est de la condescendance, c'est du mépris de classe. Il y a le mépris de classe des riches envers les pauvres. Il y a l'aliénation qu'ont les pauvres envers des jobs de merde qu'on leur présente comme étant un truc sain alors que c'est de la merde. Et que ça n'a pas changé. mais si tu veux, t'as une espèce de peinture un peu de gauche, un peu, tu vois, quelque part, avec des choses qu'on retrouve un peu chez Marx, etc., le travail qui est Alien et tout. Et je sais plus si c'est chez Marx, il faudra vérifier. Le Capital. Le Capital, voilà. Donc tu as toute cette notion-là, tu as comment dire, comme disait Katou, donc la différence en fait entre, la différence surtout de pensée entre les gens suivant s'ils sont éduqués ou pas, mais en même temps, l'éducation, quand on prend le personnage de Roger Hauer dans Spetters, ça voilà. J'ai hésité. Comme les stickers. Voilà. Et ben lui, c'est une forme de conservatisme en fait. C'est-à-dire que tu sais, c'est l'exemple à suivre, mais c'est genre l'exemple à suivre, celui qui plaira à ton père et à ta mère, tu vois. Ouais. Et qui en fait fait le mec qui aime bien les jeunes et tout machin, mais en fait à la première occasion il se fout de leur gueule. Bien sûr. De pouvoir le cracher à la gueule, tu vois. Et ça c'est. Et puis même c'est un truc qui est. C'est un personnage qui est très conservateur en réalité. Ouais, juste la mini-séquence où il se fait masser et puis il dit à Lota, bravo champion et tout machin. Et tu vois que en fait c'est sa femme qui le masse, tu vois le mec est en slip, tu vois détendu du gland comme ça. Tu te dis ouais quand même, putain la vision sociétale elle est flagrante quoi. Enfin, tu sais, la manière dont il traite la chose, elle est assez flagrante. C'est assez acéré. Ouais, le personnage de Roger Hauer, c'est un connard conservateur quoi. Et quelque part, tu vois que la société, par exemple dans Spetters, comment elle est traitée, tu vois que y a le carcan religieux qui est derrière et que donc tout le monde se juge un peu comme à la manière d'une société totalitaire. On n'aime pas les gens qui sortent du truc, qui sortent du lot et les têtes qui dépassent. Et donc forcément le personnage du fils donc qui est gay, parce que maintenant on a spoilé donc voilà, il détonne dans ce truc là. Et c'est vrai que la phrase du père c'est le Seigneur me frappe à travers ta... Non, c'est le fils qui dit le Seigneur me frappe. Ouais. Oui, parce qu'il cite un... Oui, ils ont une espèce d'échange où il le provoque, il fait ouais, je suis gay, là, comme dans la Bible, où il faut pas être, je sais pas quoi, un truc comme ça, quoi. Voilà, et tu vois que c'est une société très conservatrice et que il lui fout une grosse tarte dans la gueule en disant voilà comme vous êtes, il les met devant leur responsabilité. Et puis en même temps, tu vois que tu vois aussi le côté, le traitement mercantile de la femme dans Business is Business, où en réalité c'est une femme de service. J'en parlais tout à l'heure, tu vois. C'est ce truc de service, quoi. Alors, moi, ce que je peux dire, enfin, ce que j'ai ressenti en tout cas chez Verhoeven, c'est que c'est toute sa filmographie pré-Hollywood, c'est une réflexion. Il y a une évolution dans le discours, une évolution en fait dans le discours sociétal dans l'ensemble, et qui est très libéral. Enfin, au niveau des mœurs, qui est très libéral, qui est très libéré, pardon, pas libéral, qui est très libéré. Et un traitement de des dogmes qui est très à l'acide, voilà. Et moi, si vraiment moi le film qui m'a marqué le plus dans ceux que j'ai vus, parce que malheureusement je ne les ai pas tous vus, c'est véritablement Spetters. Tu l'avais bien. Putain, je l'avais bien. Spetters. C'est le running gag de la session. Voilà, c'est plus Spetters et Turkish Delight. Ouais, je pense que
c'est les deux qui m'ont le plus marqué sur Business is Business. J'avais pas accroché plus que ça. C'était un truc assez psychédélique, je trouvais. Bon, dans sa réalisation, il n'y avait rien de transcendant. Mais véritablement, Turkish Delight, ça tourne c'est un tournant marquant. Enfin, vraiment, c'est le truc qui m'a vraiment interpellé. Et là où je retrouve vraiment Verhoeven, comme on a pu le voir après dans sa carrière, comment ça s'appelle, hollywoodienne. Spetters. Voilà. Et Spetters, pour le côté sociétal et tout. Et voilà, enfin moi vraiment c'est un truc. Et puis aussi, faut voir aussi, moi j'ai adoré ces actrices. Elles sont d'une beauté, puis la manière dont elles sont mises en valeur et tout. Et vraiment. Ah bah on sent qu'ils considèrent ces actrices. Hein. C'est pas des actrices. Elles sont pas là juste pour faire la fille quoi. Bah ouais voilà. Elles ont des vrais rôles. Elles ont des rôles. Après, je veux pas rentrer non plus en totale contradiction avec ce que je disais tout à l'heure sur le fait que les femmes aussi elles avaient une fonction de service dans ces films, mais c'est pas gratuit. Voilà, mais ouais, rien n'est gratuit de toute façon. Non, mais ça, c'est plus le message qu'ils cherchent à faire passer. Ouais, voilà. Quoi. Mais après j'adore la manière dont il les filme. Et puis, elles sont d'une beauté. Moi, vraiment, le personnage de Maya, je l'ai kiffé, quoi. Parce qu'elle a une beauté très très simple, mais en même temps, elle est tellement complémentaire avec le personnage masculin qui est à côté d'elle. Et vraiment, je suis vraiment... Enfin, c'est un truc qui m'a vraiment marqué dans ce film-là. Voilà, c'est ce que je peux dire à peu près sur ce que ça m'a apporté Verhoeven dans cette session-là. Voilà. Et toi? Moi, je trouve... Mon cher Toutou, je suis d'accord avec toi. Et tu parles d'évolution, tout ça. Et moi, je dirais même un truc qui m'a frappé, c'est qu'il y a une vraie unité. Il y a une vraie unité, une vraie homogénéité, même si Business is Business est vraiment tout doux et branlant à côté du reste et qu'il prend vraiment son départ avec Turkish Delight, qu'il y va comme à fond. Il y a vraiment une vraie unité du début à la fin, même sa période hollywoodienne. Et même Showgirls, c'est un truc qu'il aurait pu tourner en Hollande, par exemple. Showgirls, tu vois le truc. Voilà, c'est presque Business is Business 2.0 en corrigeant tous les trucs et puis en y allant franco avec tout ce qu'il a appris depuis le temps, quoi. Ouais, t'aurais tourné ça dans le quartier rouge, c'était pareil, quoi. C'est ça, ouais. Donc pour moi, il y a une vraie homogénéité. Et du coup, par exemple, quand j'avais découvert, et je prends Verhoeven, c'est quelque chose qu'il faut prendre le temps d'apprécier, de découvrir avec une certaine maturité. La preuve est que moi, j'avais vu Turkish Delight il y a plusieurs années, etc. Et j'avais eu du mal. Et pareil pour Katy Tippel, au bout de 10 minutes, j'avais fait non, c'est tellement outrancier, tellement grossier, tellement plein de caricatures. Le fait de l'avoir revu là, je l'ai redécouvert Star. Alors, s'il fallait en conseiller, moi j'adore Le Quatrième Homme, mais je trouve que ça m'a permis de redécouvrir Katy Tippel avec un autre regard et vraiment, donc c'est vraiment un cinéaste, un très bon cinéaste, et tout est bon dans le cochon. Voilà, même si Business is Business, comme on l'a dit, il y a des défauts, tout ça, c'est très potage, tout ça. Et même Verhoeven, il dit que dans sa carrière, celui-ci, il est un peu dispensable. Vous pouvez le regarder, mais je vous le conseille pas trop. C'est ce que Verhoeven, il dit. Donc bon, voilà. Alors moi, j'avais des petites choses en fait que d'une manière générale en fait, qui en dehors de ce qu'on a abordé, moi j'avais noté qu'il est, par exemple, quand il fait appel au surréalisme dans Le Quatrième Homme. Pour montrer la psyché et les prémonitions du perso principal, je trouve que ça dénote par rapport à sa manière de faire les choses de manière assez crue et finalement un peu réaliste de toute sa filmo, et qui montre en fait qu'il arrive à avoir des exercices comme ça, comme quand il trompe le spectateur par rapport au personnage de Turkish Delight. Il utilise un montage complètement déconstruit en fait pour tromper la vision que peut avoir le spectateur et par rapport au type de film qu'on s'attend à voir. C'est pareil, c'est une espèce d'exercice aussi où cette manière en fait qu'il a d'utiliser tout le temps les parallèles dans La chair et le sang quand il enterre le nouveau-né et qu'il déterre le sein en même temps, ou dans Spetters en fait alors que le champion célèbre sa victoire et que parallèlement il y a un drame en fait par rapport à Rin. Il y a des petites choses comme ça. Il aime beaucoup les parallèles, on en a parlé dans les autres thèmes. Donc voilà, il essaye pas mal il est pas plan-plan en fait. Et d'une manière générale, il arrive à faire revenir des
des sujets assez souvent, en fait, des sujets assez diversifiés, plusieurs thèmes abordés, dans plusieurs thèmes de films, plusieurs personnages. En fait, il arrive à faire revenir certaines choses récurrentes, mais en même temps en diversifiant son type de film. C'est-à-dire il fait pas tout le temps la même chose. T'as des réalisateurs, en fait, t'as l'impression qu'ils vont toujours faire le même type de film parce qu'ils parlent tout le temps des mêmes choses, ils parlent tout le temps, ils utilisent toujours les mêmes choses. Alors que lui, il arrive à faire revenir des sujets et des thèmes, mais chaque film dont on a parlé, c'est un type de film différent en réalité. Et du coup, tu te rends pas compte comme ça, c'est pas obvious, quoi. C'est pas obvious ce qu'il fait, quoi. Donc, et je trouve en fait qu'il est vachement habile par rapport à ça, quoi. Il se repose pas sur ses lauriers. Il y a vraiment un vrai travail, une vraie manufacture par rapport à ce qu'il fait, quoi. Et les films que tu nous conseilles, du coup, tes films à toi? Alors moi, en ce qui me concerne, ça serait La chair et le sang. Je t'avoue que je trouve que c'est d'une fluidité et c'est marrant parce qu'en fait, du coup, d'avoir pris un petit peu de bouteille sur Rutger Hauer, tu vois la différence. C'est assez impressionnant, tu vois, par rapport à Turkish Delight. Tu sens vraiment... c'est-à-dire qu'il joue deux personnages d'un tempérament d'un tempérament assez impétueux, et pourtant je trouve par exemple que dans La chair et le sang, malgré son personnage, il est d'une séduction folle, quoi. Et même en termes de qualité au niveau du film, on voit qu'il a les moyens aussi. Donc c'est ça aussi la différence, c'est que bon, c'est vrai que tout n'est pas comparable en fait, parce qu'au fil des années. Mais j'ai bien aimé aussi Business is Business. Moi, ça m'avait fait marrer en fait, parce qu'il y a un ton de comédie, un espèce de ton enjoué qui est accentué par la bande originale, une espèce de truc un peu très qui souligne le ton féminin et le ton comédie, en fait, tout comme parce que dans les BO aussi, en fait, tu perçois certaines choses, ça te donne directement le ton du film, tu vois. Pour Spetters, t'as un côté électro-synthé dans la BO parce que c'est une histoire de jeunes, donc de jeunes intrépides, donc tout de suite électro-synthé, quoi. Donc c'est toutes ces années 80, quoi. Ouais, complètement. Donc il se répète pas dans le style, en fait. Oui, c'est pour ça que je parlais d'unité, quoi. Chaque truc est différent, mais quand tu dégages tout le truc d'ensemble, tu t'aperçois que t'as un vrai auteur devant toi avec ses propres trucs, quoi. Ouais, il a une vision d'ensemble où l'unité elle est très prononcée. Ensuite, après, comme je l'avais dit plus loin... Avec tous les retours qu'on a fait à la fois entre la période qui nous concerne plus Hollywood, puis revenir, etc. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça, mais t'as raison sur le... Enfin, en tout cas, ça dépend, parce que dans sa période justement hollywoodienne, c'est plus des individualités qui traitent. Robocop, Showgirls, Starship Trooper encore un peu moins, mais pas trop, mais pour ce qui est Robocop et Showgirls, en tout cas, c'est vraiment le truc que... Non, mais pour conclure, tu parles d'individualité, et bien justement, quand ils montrent la guerre, c'est des groupes, que ce soit les mercenaires de la chair et le sang, que ce soit justement Starship Troopers, etc. C'est des groupes. Là, pour la guerre, il se dit, il peut pas montrer une personne, il est obligé de montrer un groupe et de voir comment il va dégager les trucs à l'intérieur, comme quelqu'un qui va disséquer, ou un peintre, comme on a dit. Ouais, c'est ça. Donc voilà. En tout cas, merci Nio, merci à toi Nio, pour toutes ces analyses finement réfléchies. Merci à toi El Katou. Merci, notre super Katou, quoi. Notre super Katou. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous dire merci de nous avoir suivis. On se dit à bientôt, et en attendant, abonnez-vous, des pouces bleus, tout ça. Abonnez-vous, le PCC c'est bien, on est à la cool. Et il n'a pas oublié la minute Nio aussi. Oui. Hein? J'ai pas entendu la fin. Pas oublié la minute Nio. Ouais, et pas oublier la minute Nio. Partagez, surtout la minute Nio, c'est cool, on est bien. Donnez-nous des bisous. Voilà, donnez-nous des bisous. En attendant, voilà, moi je vous fais des bisous, lui vous fait des bisous. Bisous. Katou, des bisous. Allez, à très bientôt sur la chaîne. Ciao.